Alors, on reprend notre cours. Alors, puisqu'on est toujours dans le volet des persistances des données via un serveur, alors pour entamer ce volet-là, il fallait comprendre c'est quoi une tâche asynchrone. Et c'est ce qu'on a fait dans la première partie du cours. Alors, on revient à notre architecture client-serveur. Nous avons dit qu'on va adopter cette architecture-là pour pouvoir communiquer une application Android avec une base de données distante qui se trouve dans un, dans un serveur distant. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir communiquer avec cette base de données distante dans une base de données MySQL? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un web service qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'application Android et la base de données distante. Alors, ce web service, il va faire quoi? Il va connecter Android avec la base de données MySQL. Donc, il va recevoir une requête à partir d'Android. Il va la transmettre à MySQL Database, il va récupérer les données de la base de données et il va les transformer en format JSON. Et Android récupère ces données-là à partir de JSON et il va les transformer en objets Java. C'est bon? Donc la connexion, ça va se faire en suivant cette architecture-là. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Pour réaliser cette architecture, il nous faut une partie serveur et partie Android. Alors pour la partie serveur, on avait dit qu'il faut installer un serveur. On avait dit qu'il y a WAMP pour le Windows, WAMP pour Mac et l'un pour Linux. On peut avoir d'autres types de serveurs, par exemple XAMPP. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Après avoir installé, démarré le serveur, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de créer des scripts PHP qui vont jouer le rôle du web service. Et après avoir créé ces web services, on va les exécuter dans le serveur pour voir est-ce que la partie serveur marche. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape, Android. C'est bon? Donc la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut démarrer le serveur. Est-ce que vous avez tous installé un serveur? Vous avez déjà un serveur? Oui, bien sûr. Oui, madame. Très bien, très bien. Oui, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On va aller, par exemple, on va aller dans PHP C'est bon. Donc on est PHP dans laquelle on va créer deux bases de données. Une base de données plutôt. Une base de données ici, pour l'exemple qu'on va exécuter dans l'application, le voici. Cet exemple-là. Alors, on va saisir une tâche par exemple, task 2, et on clique sur ajouter. Il va s'ajouter, il va s'afficher. Et si on vérifie la base de données, on va trouver qu'elle est affichée. C'est bon? Elle est là. Donc, elle est saisie. Alors, pour faire ceci, il nous faut bien sûr une base de données. Ici, j'ai créé une base de données qui s'appelle Calendar et j'ai créé une table. La table task, elle contient deux colonnes, ID et task. Pour l'ID, j'ai fait que c'est une auto-incrémentation. Ce n'est pas la peine de le saisir. Donc, voici la base de, le serveur, elle est prêt, la base de données, elle est prête. On passe maintenant à la partie web service avec les scripts. Alors, dans cet exemple-là, on aura besoin de deux scripts. Un script pour l'insertion des données et un script pour pourquoi? Pour la récupération. Voilà, pour la récupération des données. C'est bon? Alors on commence par le premier. Ici, ça c'est la partie Android. Alors, pour les scripts,
vous avez besoin d'un éditeur de script. Ici sur Mac, vous pouvez utiliser Atom, il est bien. Sinon, vous pouvez utiliser Notepad++. C'est bon? Donc ici, voici un premier script. Ce premier script-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les données à partir de la base de données. Alors, pour le script-là, bien sûr, il faut bien sûr établir une connexion avec la base de données. C'est pour cela on va définir 4 variables. Database username, database password, database host et le nom de la base de données. Alors, pour le database username, si vous respectez et vous gardez les configurations par défaut, vous allez avoir root. Et pour le password, root. Et bien sûr, le host, le nom de host, c'est localhost. Et le nom de la base de données, c'est calendar. Donc, voici les 4 variables sont prêtes. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? On fait une connexion avec la base de données en instantiant cette classe, new MySQL. Et on fait entrer les 4 paramètres. C'est bon? Maintenant, bien sûr, si la connexion ne marche pas, if MySQL connect error, bien sûr, il va afficher que une erreur de connexion. Sinon, on continue notre travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une requête SQL. C'est quoi? C'est la sélection de toutes les données qui existent dans la base de données. Comme vous voyez, la base de données, elle est pleine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? $SQL, c'est quoi? C'est la requête. Notre requête, c'est select equal from task. Et bien sûr, pour ici, on fait appliquer cette requête. C'est bon? On fait appliquer cette requête, on va stocker le résultat de cette requête dans $result. Ça veut dire $result, il va avoir, c'est le retour de cette requête. Voilà. Et maintenant, on commence, puisque c'est une sélection, il va avoir plusieurs lignes. Et on va parcourir ces lignes. Et les lignes qu'on parcourt, on va les stocker dans un array, dans un tableau. C'est bon? Alors, tout ceci pour stocker toutes les lignes de la requête dans un tableau. Et la dernière ligne, c'est pour transformer ce tableau-là qu'on a récupéré, ces lignes de sélection, et les transformer en format JSON. Et on ferme la connexion. Alors, voici notre service, web service, il est prêt, qui permet de se connecter à la base de données et récupérer les lignes stockées dans la base de données. Alors, notre web service, il est prêt. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit le tester. Est-ce que ça marche avec le serveur? C'est bon? Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr, lorsqu'on crée ce script, on enregistre où? On enregistre dans le serveur. Voilà. Alors, si vous êtes sur WAMP Server, il faut le placer dans nos dossiers WAMP, C de point WAMP, www. Alors, si vous êtes sur MAMP, il faut le placer dans le dossier htdocs. On verra ça ensemble. Alors, le voici. Donc, si on va sur les applications, regardez, on est sur MAMP et voilà le htdocs. Et dans le htdocs, j'ai créé un dossier qui s'appelle calendar et dans lequel j'ai placé les deux scripts PHP. C'est bon? Donc maintenant, ils sont placés, ils sont exécutés dans le serveur. Ils sont placés dans le serveur. Qu'est-ce qu'il reste? On vérifie est-ce que ça marche. Alors pour vérifier ça, il suffit de appeler le localhost. C'est bon? Non, c'est pas ça. Index of. Voilà. On clique sur le dossier calendar et voilà, on a les deux scripts. Donc, on clique sur le script get all tasks. Regardez, elle renvoie quoi? Elle renvoie toutes les insertions de la base de données en format JSON. C'est bon? Donc, le script marche très bien. C'est clair? Donc, ce premier script-là marche très bien. On regarde le deuxième script. Le deuxième script qui permet d'insérer une donnée dans la base de données. C'est le deuxième script. Est-ce que vous arrivez à voir clairement le script?
Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, Donc très bien. toujours, très bien. Donc toujours, bien sûr, il faut établir la connexion. S'il y a une erreur, elle doit afficher une erreur. Sinon, on commence notre traitement. Alors ici, on va stocker une donnée en utilisant la méthode get. Ça veut dire la donnée, il se trouve dans l'URL qu'on va, qu'on va donner. On récupère cette donnée-là et on l'insère dans la base de données. Et on va, le résultat de cette base de données, de cette insertion, ça veut dire est-ce que l'insertion est passée ou pas, on va la stocker dans un tableau qui prend comme clé résultat et valeur true ou false. Et afficher cette, en format JSON ce résultat-là. Alors, bien sûr, toujours on place ce script-là dans le serveur et on exécute. On regarde si ça marche. Alors, si on l'appelle, alors que va-t-il arriver? Regarde, il dit que il nous a renvoyé un objet JSON qui dit que le résultat de l'insertion est true. C'est bon, donc il a inséré quelque chose. Que va-t-il insérer? Est-ce qu'on a passé le paramètre qu'il va insérer? Non. On n'a rien passé comme paramètre d'insertion. Il a fait l'insertion en tant que vide. Alors, pour récupérer ça, pour vérifier ça plutôt, qu'est-ce qu'on doit avoir? On vérifie toujours phpMyAdmin. On vérifie notre table. Regardez, il y a une insertion qui est vide parce qu'on n'a pas passé un paramètre. Alors, pour faire ceci, pour passer un paramètre, puisqu'on a dit que c'est la méthode get, regardez, on fait task. On a dit le paramètre, le nom de la variable qui récupère le paramètre passé en URL avec la méthode post, get, c'est task. Et on dit, par exemple, tester par exemple, ou là, une tâche par exemple, une tâche. C'est bon? Alors, lorsqu'on exécute ça, regarde, il dit que le résultat de l'insertion, c'est true. Il a inséré ça. On vérifie bien, est-ce qu'il a inséré une tâche? On regarde toujours sur phpMyAdmin. C'est bon, il l'a affiché, il y a juste un problème d'encodage. C'est bon? Donc, elle est insérée. On peut passer une autre tâche, par exemple, task 4, par exemple. On exécute. Voilà, elle est insérée. C'est bon? Donc, tout marche très bien. Les deux scripts marchent très bien. C'est bon? Donc, la partie serveur, elle est opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? On doit passer à la partie Android. C'est bon? C'est bon, vous suivez? Oui, d'accord, oui, madame. Oui, madame. Donc la partie maintenant serveur, elle est opérationnelle, tout marche très bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à communiquer, à faire lier la partie Android avec le web service qui va de sa part connecter l'application Android avec la base de données distante. Donc, on va sur la partie Android. Qu'est-ce qu'on avait dit? Puisque ici, on utilise un protocole HTTP, bien sûr, il faut ajouter une autorisation. Bien sûr, parce que l'application doit se connecter à Internet. Alors, pour ajouter cette autorisation, on doit la faire dans le manifeste. C'est bon? Donc, on doit ajouter cette permission Internet. C'est bon? Donc, la permission, elle est là. Donc, tout va très bien pour l'instant. Alors, puisqu'on a ajouté la permission, qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit creuser dans le code Java. Alors, comme ce qu'on a vu dans la première partie, c'est
les tâches asynchrones. Alors, c'est quoi l'utilité de cette tâche asynchrone? On va utiliser une tâche asynchrone pour gérer cette connexion avec la base de données. C'est bon? Alors, pour la première partie, puisqu'on a dit qu'on doit récupérer les données qui sont stockées dans la base de données et les afficher dans une liste view. C'est bon? Donc, alors pour faire ceci, pour gérer cette connexion avec la base de données et récupérer les données, il nous faut une tâche asynchrone. Généralement, les requêtes qu'on fait, la connexion avec le serveur, généralement, ça se fait avec une tâche asynchrone. Pour faire la connexion, l'envoi des requêtes et la réception des réponses, ça doit être fait dans une tâche de fond qui n'est pas visible. C'est bon pour ne pas bloquer, bien sûr, le thread principal qui gère l'interface graphique. Alors, ici, on va créer une classe getAllTasks qui hérite de la classe asynchronTask. Et on va faire passer string comme paramètre d'entrée et integer comme unité de progrès et string comme résultat. C'est bon. Et on a les 4 méthodes. On pre-execute, do in background et on post-execute. Ici, on va utiliser juste les 3. On n'a pas besoin d'afficher l'avancement de la connexion dans le thread principal. Donc, on se contente juste des 3 méthodes. La plus importante, c'est la méthode, bien sûr, do in background qui gère la connexion avec le serveur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voici la méthode do in background. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On instancie un URL dans lequel on fait l'URL. Regardez, lorsqu'on a fait exécuter le script getAllTasks.php. Regardez ici. Donc, on peut prendre ce URL-là et le placer dans le code ici. Donc, ici, ça veut dire cela, le lien où se trouve le script. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'on a remplacé? Au lieu d'utiliser localhost, nous l'avons remplacé par 10.0.2.2 parce que déjà Android ne comprend pas c'est quoi localhost. Alors les développeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous utilisez l'AVD, bien sûr l'émulateur qui est une autre machine virtuelle, il faut ajouter, au lieu de localhost, il faut ajouter cette adresse-là, 10.0.2.2. C'est bon? Donc voilà, nous avons créé un URL qui comporte l'adresse du web service et on ouvre la connexion et on fait dans input stream, on récupère les données qui sont renvoyées par ce script là et on transforme ces données là en chaîne de caractères et puis en fichier en JSON array. C'est bon? Et pour vérifier est-ce qu'on a récupéré toutes les données, on peut ajouter ce log pour voir le résultat. Et on peut vérifier ça en activant le log. Donc vous voyez ici, regardez. Toutes les données sont récupérées ici. Il génère un petit problème, je vais le voir après. Donc ça, c'est pour vérifier est-ce que la connexion est faite et est-ce qu'il a récupéré les données. C'est bon? Donc voici la tâche de la connexion avec la base de données. La récupération des données se fait en tâche de fond. C'est bon? Alors, maintenant, puisqu'on veut afficher ce qu'on a récupéré, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut transformer le JSON en objet Java pour pouvoir créer une array list et ajouter un adapteur sur cette array list. Alors pour faire ceci,
qu'est-ce qu'on a fait? Alors, si vous vous rappelez bien pour le TP3, on a fait la récupération des données à partir d'un fichier JSON et nous avons implémenté un code assez lent. Alors, on peut épargner tous ces efforts-là et 6 lignes de code en utilisant une librairie. Une librairie qui s'appelle JSON. Cette librairie-là qui permet de transformer un objet JSON en objet Java et l'inverse, sans utiliser un code qui est consistant. C'est bon? Alors pour cette librairie, pour la télécharger, il suffit juste de taper JSON ici. Il va vous donner un lien vers GitHub. La connexion est assez lente. C'est bon. Il suffit juste de copier cette ligne dans le fichier, dans un Gradle. Le Gradle app, il suffit juste de copier ça et ajouter cette librairie. Alors pour ce faire dans Android Studio, il suffit d'ouvrir juste Gradle app et l'ajouter. Elle est là, c'est bon? Et ajouter cette ligne. Et bien sûr, il va vous donner un message de synchroniser immédiatement. Il faut synchroniser et reprendre le travail. C'est bon? Donc, bien sûr, ici, on veut afficher la liste des données qu'on a récupérées à partir de la base de données. Alors, ça doit être fait puisqu'il s'agit d'un affichage. On ne peut pas le faire d'une tâche de fond. La tâche de fond, c'est la connexion des données, la récupération des données en format JSON. C'est ça le rôle de la tâche de fond. C'est bon? On est maintenant dans la méthode on post-execute. C'est dans laquelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les données JSON et les transformer en objets Java et stocker tout ceci-là, ces objets-là, dans un array list qui s'appelle tasks data. Et on ajoute. C'est bon? On ajoute ici, on ajoute juste les... Ici, c'est une array list de type, par exemple, string. Ici, on va juste récupérer le nom de la tâche. C'est bon? Et et après, pour afficher, bien sûr, il nous faut un adapteur. Un adapteur simple. On peut avoir un array adapter. Et bien sûr, appliquer cet adapteur à cette list view qui s'appelle list stack et afficher ça. C'est clair? Et voilà, le résultat de tout ce code-là, c'est cet affichage-là. C'est clair? Ici, Oui. Ici c'est pour la récupération des données. Pour l'insertion des données, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ici une tâche asynchrone qui gère toujours la connexion avec la base de données. Alors cette tâche asynchrone, elle est là. On va créer une classe qui s'appelle InsertTask, qui est bien sûr hérite de AsynchronTask. Et dans la tâche, dans la méthode doInBackground, on va gérer ici la connexion avec la base de données. C'est bon? Et l'insertion des requêtes qu'on va envoyer. Alors ici, que va-t-il changer par rapport à la récupération des données? Regardez, pour l'URL, ça va changer un petit peu. C'est bon? Parce qu'ici, on veut insérer. Donc, pour insérer, bien sûr, on va utiliser la méthode post. Il faut préciser, on va insérer quoi? C'est bon? On va insérer les données qu'on récupère de cette edit text. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le même URL qui fonctionne ici. Si on
Ça, c'est pour get all tasks, pour l'insertion. C'est bon? Alors voilà, ça c'est la tâche qui s'appelle 8, elle est insérée. Donc, on peut récupérer ça. C'est bon? Bien sûr, on change localhost toujours par 10.0.2.2. Mais ici, si on garde seulement ce lien-là, que va-t-il arriver? À chaque fois, il va insérer task 8, task 8, task 8. Donc, mais ici, on doit insérer ce qu'on saisit à chaque fois dans l'édit texte. C'est pour cela, on peut concaténer task égale plus avec le paramètre qu'on va passer. Ce paramètre-là, c'est le paramètre qui se place au début, parce qu'ici, pour l'appel de l'insertion, qu'est-ce qu'on va faire? Dans onCreate. Regardez. On fait quoi? On fait une chaîne de caractères dans laquelle on stocke ce qu'on a saisi dans l'édit texte et on appelle quoi? New insert task.execute. On fait passer ce paramètre-là. Ici, on peut faire passer, comment j'explique dans la première partie, plusieurs paramètres. Mais ici, puisqu'on a passé un seul paramètre, qui est une chaîne de caractères, c'est pour cela, pour la concaténation, on fait ceci. Plus string 0, ça veut dire le premier ici. Alors, regardez ici, lorsque j'ai saisi avec un espace. Après l'exécution, cet espace-là est transformé en quoi? En pourcentage 20, pour dire qu'il y a un espace. C'est bon? Alors, on dit que remplacer, bien sûr, toujours la chaîne de caractères qu'on va passer dans le string 0, si on trouve un espace, on doit le remplacer pour le pourcentage 20 par exemple, pour insérer toute la chaîne de caractères, même s'il contient des espaces. Donc, c'est ça la signification de ce code-là. Donc, on va supprimer ceci. Donc, on fait la connexion avec le web service qui va établir la connexion de sa part avec la base de données. On fait une insertion. Et bien sûr, ici, c'est juste, on récupère le résultat de l'insertion. Parce qu'on avait dit, le résultat de l'insertion, il va prendre cette forme. En forme de objet JSON. C'est bon? Alors, puisque l'insertion est faite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Remarquez, lorsque on ajoute une tâche, tâche 30 par exemple, ici, il a tout récupéré et il a ajouté la dernière tâche qu'on a saisie. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Puisqu'on a inséré, il nous faut, bien sûr, il nous faut quoi? Il faut ajouter ce qu'on a inséré. Actualiser la liste. Très bien. Alors, pour faire ceci, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est juste pour la méthode employé execute. Qu'est-ce qu'il nous affiche? Il nous affiche au début de l'insertion, insertion des données. Mais après la fin de la tâche de fond, on doit afficher ce qu'on a inséré. Mais il vaut mieux ne pas charger toute la liste depuis le début. Parce que, comme vous le savez, pour la connexion avec des bases de données distance, on peut avoir énormément de données. Donc, ce n'est pas la peine de charger toute la liste entière. Ça va prendre du temps. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter seulement ce qu'on a saisi dans le array list taskdata.add. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va notifier l'adaptateur avec ce changement-là pour récupérer juste la dernière valeur et il va afficher ce qu'on a saisi. Et bien sûr, on peut afficher un message pour dire que la tâche a été bien
bien ajouté. C'est bon? Oui, madame. Bon, ça reste un exemple basique, mais bien sûr, vous pouvez utiliser autre API pour des choses avancées. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc voilà, c'est ça la connexion avec la base de données distante. Ici, c'est juste, vous allez me dire ici, puisque c'est un serveur local, comment on peut tirer profit de ça pour, par exemple, de se connecter avec des choses qui sont existantes. Par exemple, on peut voir cet exemple-là. Avec une API qui existe déjà, avec des données qui sont déjà disponibles, on peut prendre Open Weather. Alors là, ce sont des API pour la météo qu'on peut utiliser. Il y a des API qui sont gratuits, des API qui sont payantes. Alors, si on prend celle-là, elle est gratuite, qu'est-ce qu'il affiche? Alors, c'est une API qui vous donne la météo d'une ville pendant 3 heures, par exemple. Durant 5 jours, chaque 3 heures. C'est bon. Alors, pour récupérer cette API, bien sûr, il nous faut quoi? Il faut créer un compte. Il faut créer un compte et il vous donne un API ID. C'est votre API ID que vous allez utiliser. Alors, par exemple, si on veut, par exemple, savoir, si on veut, par exemple, connaître la météo, par exemple, si on veut avoir les données de la météo de la ville Mohammedia, on passe ceci en URL avec la méthode get. Qu'est-ce qu'il faut changer ici? Regardez. Il suffit juste de taper le nom de la ville. Mohammedia. Et ici, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un API key. Un API key, lorsque vous créez un compte dans ce site-là, il vous envoie un API key. Alors, je vais utiliser le mien. Mais bien sûr, vous pouvez créer votre compte et récupérer votre API. Voilà, il vous donne une clé. Alors, je copie cette clé, je copie cette clé. C'est bon? Regarde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une requête. Il a déjà un web service qui se connecte à leur base de données pour afficher les données en fichier, en format JSON. Alors, toutes ces données-là, ça permet d'avoir les données, par exemple, de la météo pendant 5 jours de la ville Mohammedia. C'est clair? Donc voici, bien sûr, on peut coder ça en utilisant bien sûr Android, en faisant la partie Android, et on pourra créer une application de météo. Et voilà, on se connecte à ce web service qui offre cette API disponible à l'utilisation. Donc voilà une application d'une connexion avec un serveur ou un web service. C'est bon? Oui, madame. Voilà un autre API. Je l'ai envoyé dans un message qui fournit un ensemble des utilisateurs et d'autres données si vous voulez.